D'abord, qu'est-ce que l'éducation à la sexualité? Pour nous, l'éducation à la sexualité, c'est l'offre à un individu, à des groupes d'individus, de différentes situations d'apprentissage, dont le but est carrément de favoriser un développement harmonieux, optimal de cette personne ou de ces groupes de personnes en matière de sexualité. Sexualité définie sous toutes ses dimensions, autant biologique, psychologique, sociologique, spirituelle, sociale évidemment en tant que telle. Puis si on reprend cette définition-là dans le contexte du milieu scolaire à l'heure actuelle, on peut dire que c'est d'amener les élèves, de leur présenter des situations où ils pourront apprendre à faire des choix éclairés en matière de sexualité. Ils pourront apprendre ou développer les moyens pour assumer leurs décisions. Et puis évidemment, exercer leur jugement critique dans tout ce qui touche la sexualité. Alors, pourquoi s'intéresser spécifiquement à la question de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire depuis vraiment ces dernières années? C'est que, bon, d'une part, l'éducation à la sexualité, c'est reconnu comme une stratégie efficace lorsqu'elle est suffisamment implantée selon certains critères. Une stratégie efficace en prévention des différentes menaces à la santé sexuelle, entre autres ITS, grossesse, violence dans les relations amoureuses. Donc, c'est un fait maintenant accepté, ce qui a motivé finalement le regard qu'on voulait porter actuellement sur ce dossier-là. C'est tout le contexte de transformation ou des différentes réformes, entre autres dans le réseau de l'éducation, où depuis 2000, la réforme est en implantation progressive, ce qui impliquait au fur et à mesure le retrait du cours de FPS, non pas parce que on voulait revoir la façon de faire l'éducation à la sexualité. Et du côté du réseau de la santé, un peu la même chose, une déstabilisation un peu du rôle de l'infirmière scolaire, compte tenu des pouvoirs et des responsabilités qu'on commençait à vouloir donner au C3S. Donc, un contexte dynamique, en mouvance, qui préoccupait beaucoup, où on se disait, mais qui va faire l'éducation à la sexualité? Une étude de cas pour bien comprendre. Compte tenu des objectifs qui étaient poursuivis dans cette recherche-là, pour vous les mentionner, on avait dit qu'on voulait comprendre les enjeux entourant l'intégration de l'éducation à la sexualité à l'école. On voulait dégager des stratégies novatrices que les acteurs arrivaient à déployer. Pour le faire, on voulait voir s'il y avait des conditions qui semblaient communes ou qui semblaient assurer un certain succès au déploiement de ces stratégies pour finalement arriver à dégager des espaces ou des rôles que les acteurs du réseau de la santé, dans l'avenir, pourraient tenter de combler ou de jouer. Donc, dans ce contexte-là, l'étude de cas nous semblait vraiment la meilleure stratégie parce que c'est une méthodologie justement qui rentre à l'intérieur, qui donne un regard de l'intérieur, qui permet de voir finalement dans le quotidien ce à quoi les élèves sont exposés, qu'est-ce que l'enseignant, qu'est-ce que l'intervenant lui offre comme situation d'apprentissage, quel matériel il utilise, quelle thématique il va développer. Donc, c'était vraiment pour avoir un regard de l'intérieur et lorsqu'on avait ce regard de l'intérieur-là, on pouvait reconstruire qui avait participé à quoi, dans quel contexte, les obstacles qu'il avait rencontrés, les conditions qui avaient semblé faciliter son travail, qu'est-ce qui en avait résulté. Donc, c'est vraiment une méthodologie qui nous permettait de décrire le contexte. Comment répertorier les cas à étudier? Donc, pour arriver à faire une étude comme ça, par définition, il faut être capable de choisir des cas. Des cas qui vont nous aider à répondre à nos préoccupations. Donc, vous comprenez aussi que
dans ce contexte-là, chaque cas en soi est un univers qui ne peut pas être généralisable à l'ensemble des cas partout dans la province. Donc, ce qu'on a fait, on a demandé à des informateurs clés partout, autant des acteurs du réseau de la santé que de l'éducation, dans chaque région du Québec, de nous isoler, de nous repérer des écoles et avec leurs partenaires, où à leurs yeux, ils semblaient se faire des choses intéressantes en éducation à la sexualité. Donc, 79 cas ont été répertoriés. De là, on en a tiré 9 pour avoir une bonne diversité. Beaucoup d'exemples, dont un cas où qu'on dit un cas négatif, où il y avait peu de choses qui se faisaient en éducation à la sexualité, un peu pour nous aider à contraster tout ça. Donc, un premier constat qui doit nous rester en tête pour la suite du dossier de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, c'est que autant de cas, autant de contextes. Neuf cas, 3 constats majeurs, de multiples enjeux. On pourrait résumer dans l'ensemble nos observations, l'analyse en profondeur qu'on a faite de chacun de ces cas-là, pourrait se résumer dans le fond à 3 grands constats. Et je vais les nommer, puis ensuite, si vous voulez, je vais reprendre chacun de ces constats-là pour vous donner davantage d'exemples et vous parler des leçons qu'on peut tirer de ce constat-là. Donc, un premier constat qu'on a appelé, les mots sont des grands mots, mais que je vais bien expliquer tantôt. On parle d'une pluralité des pratiques à travers les cas. Une pluralité des ressources qui sont investies, autant humaines, matérielles que financières. Et on parle aussi de la pluralité des pratiques collaboratives ou des formes de partenariat qu'on a pu observer pour réussir à intégrer et à coordonner les actions d'éducation à la sexualité. La pluralité des pratiques. Alors, la pluralité des pratiques, ça veut dire une diversité des modèles ou des stratégies que les acteurs ont mis en place pour intégrer l'éducation à la sexualité. Alors, je vous dirais que d'un cas à l'autre, on passe d'un cas où la stratégie est vraiment minimale et on demande à des organismes communautaires à l'extérieur de venir donner quelques heures pendant une semaine de la santé aux jeunes, et puis voilà, le mandat a été complété et on dit qu'on a intégré l'éducation à la sexualité à l'école, donc un modèle très minimal qu'on a appelé, nous, de la délégation, jusqu'à des modèles beaucoup plus complexes où, par exemple, dans certains cas, vraiment une volonté claire, on a ouvert un cours obligatoire pour les élèves de secondaire 3, on les rencontre à chaque semaine, il y a à chaque bloc de 9 jours, il y a une période réservée à l'éducation à la sexualité. Donc, c'est un espace en plus du curriculum régulier qu'on a ouvert pour les élèves. Puis, je vous dirais qu'il y a quelques cas qui ont adopté cette stratégie-là. D'autres, puis dans ce contexte-là aussi, il y avait la formule de programme clé en main. Bon, il y a différentes modalités, mais où il y avait vraiment un espace réservé. Et d'autres modèles encore plus complexes, c'est qu'on a décidé d'intégrer à l'intérieur des différentes matières, en éthique et culture religieuse, en sciences et technologies, même en langue anglaise ou dans d'autres matières, on a décidé que des situations d'apprentissage en éducation à la sexualité seraient faites par ces enseignants-là dans une perspective interdisciplinaire, en faisant souvent appel à une autre équipe des services éducatifs complémentaires. Donc, vous voyez une pluralité des pratiques. Lorsqu'il y a eu ce type d'innovation, parce que ce sont des innovations différentes d'un cas à l'autre, quand il y a eu ce type d'innovation, ce qu'on se rend compte, c'est que les enjeux entourant la qualité du contenu, la diversité des thèmes, des méthodes pédagogiques utilisées, c'est vraiment une force parce que, en général, c'est fait en fonction des besoins des jeunes. Il y a une bonne adaptation culturelle de l'action parce qu'on connaît bien les jeunes et puis on a adapté les contenus, les thématiques. Alors ça, je pense que c'est vraiment à conserver. C'est une leçon à tirer pour le futur dans le sens que on devra continuer à avoir cette préoccupation-là pour respecter les besoins des jeunes et être adapté localement à ces besoins.
Là où c'est plus menaçant, c'est en termes, sur les 9 cas qui sont jugés comme étant des cas assez idéaux, sauf un, finalement, dans le meilleur des cas, les jeunes étaient exposés sur 2 années et non pas pendant tout leur parcours. Alors, l'éducation à la sexualité, si on veut qu'elle soit efficace, c'est reconnu dans les critères autant par l'OMS que par l'INSPQ, c'est qu'il devrait avoir une exposition continue dans le temps, adaptée au profil socio-sexuel de l'enfant et tout ça. Donc là, ce qu'on a vu, c'est, oui, bravo, sur 2 ans, dans le meilleur des cas, de façon assez régulière. Donc, l'intensité et la continuité des actions pose problème et on devra s'en préoccuper dans l'avenir. On a vu aussi que là où il y avait des innovations, l'engagement formel des décideurs quant à la poursuite des innovations est important. Beaucoup des innovations dont je vous ai parlé étaient fragiles parce que remise en question d'une année à l'autre, ça dépendait. Est-ce que la commission scolaire va continuer à accepter qu'on prenne ce temps-là pour donner l'éducation à la sexualité? Est-ce qu'il n'y a pas une autre priorité qui va tout d'un coup nous obliger à prendre ce temps-là? Donc, il y avait toujours une menace d'une année à l'autre avant de s'assurer que l'action soit répétée. La pluralité des ressources investies. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième constat, qui est la pluralité des ressources, je vais aller un peu plus rapidement. C'est un enjeu qui est très dépendant les enjeux sont très dépendants aussi de la pluralité des pratiques partenariales, puisque les ressources, c'est elles qui sont mises en partenariat. Donc, ce qu'on a vu, c'est que il y avait dans l'ensemble des cas une diversité d'acteurs impliqués. Autrement dit, ce n'était pas toujours d'un cas à l'autre, toujours l'enseignant de sciences et technologies, d'éthique et culture religieuse et l'infirmière. On a eu toutes sortes de gens d'impliqués, l'infirmière scolaire en tandem, par exemple, avec l'animateur de vie spirituelle et communautaire, les deux faisant partie des services éducatifs complémentaires. Et ce sont eux qu'on avait chargés de donner l'éducation à la sexualité. Des tandems formés d'enseignants, mais aussi avec des ressources des services éducatifs complémentaires, des ressources des C3S, par exemple une sexologue qui est en prêt de service à l'équipe des enseignants. Donc, vraiment une diversité d'acteurs d'un cas à l'autre, ce qui nous laisse dire que est-ce qu'on doit protéger cette tâche-là à un type de professionnel en particulier? Ce qu'on a vu, c'est que ce ne serait probablement pas une bonne avenue parce que dans les faits, dans les cas où il y a eu des innovations, on a été capable de cibler les ressources les plus compétentes, mais aussi les plus motivées. Donc, l'analyse de qui a envie de faire ça et avec quel bagage reste une condition, je pense, importante à considérer. La pluralité des pratiques de collaboration. Maintenant, le troisième constat, qui relève la pluralité des pratiques collaboratives. Je l'ai illustré en racontant que les ressources travaillaient ensemble. Et là où il y a eu les innovations les plus prometteuses, c'est là où il y avait vraiment un travail de collaboration. Non seulement collaborer où on échange, mais vraiment un travail de conception commune, partage d'une problématique commune, s'entendre sur qui ferait quoi, comment on le ferait, avec aussi, je vous dirais, un échange dans les logiques, une infirmière qui tout d'un coup prenait un rôle qui était plus vraiment un rôle strictement préventif, mais qui réalisait que oui, les relations interpersonnelles et tout, puis donc vraiment une hybridation des façons de faire des uns et des autres. Bon, alors on a vu différents modèles que je vous expliquais tantôt de partenariats qui en soi sont innovateurs. Là où il y a eu certaines faiblesses ou certaines menaces, c'était vraiment dans le temps qu'on pouvait réserver à chacune des ressources pour développer ce partenariat-là, pour se concerter. C'était aussi beaucoup la difficulté de comprendre les logiques d'action des uns et des autres. Pour une infirmière qui est habituée à fonctionner de telle façon, pour l'enseignant qui est habitué à fonctionner en général en silo,
tout d'un coup, de trouver les mots, de trouver les référents culturels pour arriver à monter quelque chose en commun restait problématique. Ensuite, le soutien et l'accompagnement. Il y a eu toutes sortes de modèles où l'expertise est venue du C3S ou de la direction de santé publique en prêt de service pour structurer ou encadrer le travail des différentes équipes quand elles planifiaient leurs actions. Alors, si les règles n'étaient pas claires, si on n'avait pas le temps de partager nos logiques d'action, si on avait, il y a beaucoup d'éléments qui étaient des menaces et des difficultés pour instaurer ce partenariat-là. Donc, finalement, les leçons qu'on pourrait tirer, puis moi je pense que le constat le plus important pour les acteurs de la santé, c'est celui-là, c'est celui de la pluralité des pratiques collaboratives, qui est une force en soi quand on sait mettre ensemble les ressources les plus compétentes, les plus motivées, quand on sait soutenir ces ressources-là dans le temps de concertation qui leur est alloué. Je pense que les avenues seront à explorer dans ce sens-là. En général, il y a eu la mise en place d'un comité intersectoriel avec des représentants autant des gestionnaires, des décideurs que des gens qui faisaient l'action directe auprès des élèves, incluant des groupes communautaires, les parents et tout. Donc, les comités intersectoriels ont été extrêmement importants. On a vu aussi partout, dans les cas où il y a eu innovation, quelqu'un qui avait une responsabilité claire. On en a parlé tantôt. Un directeur qui dégage un de ses enseignants 4 heures par semaine pour porter le dossier. Le C3S qui est d'accord que dans la tâche de l'infirmière, dans l'offre de service, elle aura du temps pour porter le dossier, le coordonner. Donc, c'est vraiment des innovations en termes de coordination. Puis, je vous dirais que un critère de succès a souvent été que c'est un tandem qui était porteur de dossier. Ce qui fait que quand il y a la mobilité d'une des ressources, ça assure la pérennité pour la suite parce qu'il y a quelqu'un qui garde les traces. Un rôle clair pour les acteurs en santé publique. Quelles sont les zones ou les places que les acteurs de la santé peuvent occuper dans le dossier à partir de maintenant? Bon. Force est d'admettre que les leviers sont différents pour les acteurs des deux réseaux. Avec les observations qu'on a faites, ça semble clair que la responsabilité première d'intégrer dans l'espace scolaire l'éducation à la sexualité, ça relève des acteurs de l'éducation. C'est à eux, le fardeau est à eux de trouver des espaces ou des stratégies pour inclure des actions en éducation à la sexualité. Cela étant dit, qu'est-ce qui reste aux acteurs de la santé? Je pense que c'est un rôle de soutien et d'accompagnement, ça semble trivial, mais qui se décline de multiples façons. Qu'est-ce que les acteurs de la santé publique peuvent faire ou comment peuvent-ils soutenir l'intégration d'une éducation à la sexualité qui est vue là de façon globale, puis qui essaie aussi de garder une certaine intensité, une certaine continuité des actions, puisqu'on a vu que l'enjeu, il est là. L'école va pouvoir protéger un certain espace, mais il va y avoir des creux. Dans la trajectoire de chaque élève, il va y avoir des années où certains élèves ne seront pas exposés à aucune action en éducation à la sexualité. Alors, comment la santé, par des interventions plus ponctuelles, l'appel d'organismes communautaires avec qui on va travailler, il y a plusieurs stratégies qui pourraient être mises en place par la santé publique, par les acteurs de la santé de façon plus générale, pour s'assurer que les jeunes vont avoir accès à du matériel, être exposés à des messages cohérents d'une année à l'autre, qui s'imbriquent dans ce que l'école, elle, sera en mesure d'offrir. Maintenant, si on veut que les jeunes soient exposés à des thématiques qui sont utiles aussi dans la lutte contre les ITS ou pour prévenir les grossesses ou pour vraiment s'attaquer à des enjeux de santé sexuelle, ben
tous les acteurs nous ont dit qu'ils avaient besoin qu'on précise, qu'on délimite des thèmes qui, pour les acteurs de la santé, sont incontournables. Ce qui leur est offert à l'heure actuelle, c'est une liste d'épiceries. Ils peuvent s'en aller dans toutes les directions. Mais si on veut vraiment atteindre les objectifs poursuivis dans le domaine de la santé, en lien avec la réussite éducative, quels sont les thèmes incontournables, les thèmes essentiels à conserver? Donc, partout, on nous demande d'établir à l'échelle nationale des règles minimales claires sur ces thèmes incontournables et permettre à l'échelle locale une souplesse puis une capacité d'adaptation de l'action aux besoins spécifiques des élèves. Dans certaines régions, les taux de grossesse sont beaucoup plus élevés, les élèves ont des besoins différents à ce qu'on pourrait offrir plus tôt, différemment, sur d'autres thèmes, certaines initiatives. Une fois les thèmes essentiels ou les règles minimales bien établies, l'autre rôle pour assurer cette approche globale-là de la sexualité que pourraient jouer les acteurs de la santé, ce serait, dans les faits, s'assurer que les initiatives locales qui sont mises en place respectent les critères d'efficacité des meilleures pratiques en prévention-promotion. L'école n'a pas le temps de faire cette vérification-là. Si on travaille ensemble, on va s'assurer au fur et à mesure, dans la planification des actions, que oui, ça respecte les critères d'efficacité. Mais vraiment dans une démarche, pas d'imposer, mais d'accompagner, d'être là, de guider, de conseiller sur ces choses-là. Donc ça, je pense que ce serait des stratégies, des façons pour les acteurs de s'assurer que la pluralité des pratiques en éducation à la sexualité, c'est une bonne chose. Pour refaire le lien avec le constat concernant la pluralité des ressources investies, on voit ici aussi que plusieurs zones pourraient être occupées par les acteurs de la santé publique. Entre autres, les ressources, c'est beaucoup une question de compétences, c'est beaucoup une question de motivation, c'est beaucoup une question de conditions de travail, c'est beaucoup aussi une question de mobilité. Bon. Alors, les acteurs de santé publique, qu'ils soient situés au C3S ou dans les directions de santé publique, plusieurs d'entre elles ont une certaine expertise en éducation à la sexualité. Donc, elles pourraient offrir d'être présentes au moment où il y a planification des actions à l'échelle locale par l'équipe de l'école pour justement suggérer et les thèmes et les contenus et les méthodes pédagogiques. Donc, il y aurait vraiment un rôle d'expert, mais accompagnateur qui pourrait être offert à ce moment-là. Compétences, motivation, on parle aussi de formation. Donc, le MELS offre, conjointement avec le MES, une formation générale sur le dossier de l'éducation à la sexualité, sur la façon de la mettre en œuvre et tout ça. Donc, il y aurait sûrement un rôle de promotion de ces formations-là, non seulement pour les acteurs de l'éducation, mais aussi pour les acteurs de la santé, qui ont à agir directement en partenariat avec les acteurs de l'éducation, autant au niveau de l'école qu'au niveau régional. Il y a aussi toute la question on a vu en termes de ressources, les ressources matérielles et les ressources financières font défaut. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des prêts de services monnayés? Est-ce qu'il peut y avoir une participation à la production de matériel pédagogique particulier à l'échelle locale parce qu'on a des besoins particuliers? Ça peut être des guides, l'accessibilité à des ressources matérielles. Bon, je pense que ça aussi, ça faisait défaut et lorsqu'il y a des efforts de fait dans cette voie-là, on a vu que ça donnait des innovations intéressantes. Les acteurs de la santé, c'est probablement leur meilleure prise que d'essayer d'être les leaders finalement de toutes les stratégies collaboratives à l'échelle locale et régionale surtout. Donc là, il y a plusieurs espaces, il y a plusieurs exemples qu'on pourrait donner. Je pense qu'à court terme et rapidement, il faudrait vraiment que dans chaque région, les mécanismes intersectoriels soient consolidés, que les structures soient formelles avec les répondants d'approche école en santé ou à l'échelle régionale, oui, du réseau de l'éducation, oui, du réseau de la santé. Il faut vraiment qu'il y ait un bon arrimage. Au niveau des C3S, au niveau des commissions scolaires, est-ce qu'on a vraiment nommé les bonnes ressources? Donc, on peut pas pousser sur les acteurs de l'éducation, mais on peut, nous,
le favoriser, le inciter, demander, essayer de soutenir la mise en place de ces structures-là le plus tôt possible, parce que ces comités intersectoriels-là, c'est le relais entre ce qui va se passer à l'échelle locale et ce qui va se passer à l'échelle nationale. Autrement dit, les règles minimales qui vont être formulées à l'échelle nationale, c'est discuté à l'échelle régionale et puis c'est transféré ensuite à l'échelle locale de manière à ce que ce soit adapté. Une chose aussi qui aiderait beaucoup, qui ne serait pas très compliquée en termes de communication, ce serait d'essayer de diffuser les innovations. 9 cas, 9 façons de faire différentes, des innovations fort intéressantes à plusieurs niveaux. Comment ça se fait que ces informations-là ne circulent pas et ne deviennent pas des modèles, non pas qu'on applique tel quel, mais ça suscite la création, ça déclenche finalement l'innovation, d'autres types d'innovations en fonction de nos besoins. Les directions de santé publique peuvent soutenir l'équipe des C3S de plusieurs façons, en faisant du mentorat, en fournissant les données probantes, en les accompagnant, en les habilitant finalement à faire un meilleur travail directement à l'école. D'un autre point de vue, sur le plan politique, les directions de santé publique peuvent aussi faire la promotion du dossier pour que les directions des C3S comprennent mieux l'importance d'endosser cette priorité-là dans la tâche de leur équipe. On est à un moment particulier et unique dans la trajectoire là, de l'intégration de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Tout est à définir. C'est en définition actuellement. Donc, c'est à un moment où on peut encore jouer un rôle important à la condition de bien vouloir revoir nos façons de faire, bien vouloir se repositionner, bien tenir compte des contextes et dans ce regard-là neuf sur la place qu'on peut occuper, je pense que ce sera possible de prendre le train qui est actuellement en marche. Pour les acteurs de la santé, c'est de prendre ce train, c'est à un moment où on peut encore, comme voyageurs, comme participants, influencer la trajectoire, donner des avis, orienter la direction, donner des moyens pour que le voyage se fasse de façon plus harmonieuse et tout.